Ces poèmes, je les porte comme une chemise de soie ou de crin, comme une toge, une soutane ou un suaire, comme une sueur sur une peau de chagrin, ou un habit de lumière à l'aube du dernier jour, comme un arbre ses feuilles à l'approche de l'automne, comme la promesse d'un prochain printemps. Bien, je devrais commencer peut-être par me présenter. Je suis Gilles Latour et je suis poète, ou enfin j'ai publié sous le nom Gilles Latour des poèmes, des recueils de poésie, tous publiés ici à Ottawa par les éditions du 5, bientôt 6, et je les remercie pour leur fidélité au travers des années, pour leur passion, et c'est une passion qu'on retrouve dans tous les beaux livres, fiction narrative, essais, théâtre, livres d'enfants, poésie, publiés par cette maison d'édition, où vraiment il y a une application pour ce qui est de la qualité des textes. Aujourd'hui, je fais ce document pour parler d'une chose qui peut sembler un peu étrange, un peu bizarre, à savoir le rapport qu'un auteur, que j'ai comme auteur, avec mes livres qui ont déjà été publiés. Et un peu plus loin, peut-être, avec les personnages qu'on y trouve, qui s'y trouvent, ou qui s'y trouvent peut-être pas. C'est à voir. Bon, il me semble qu'il y a une certaine impudeur, peut-être même, si ça se dit, une impudence, à vouloir parler de livres que d'aucuns pourraient penser nous représentent, me révèlent, et que j'ajoute déjà à l'impudeur de les avoir offerts au public à travers l'éditeur, que j'ajoute cette impudeur de venir les commenter, les interpréter peut-être, alors que c'est le rôle des lecteurs. C'est pas tellement ça que je veux faire, je vais plutôt parler de mon expérience telle que je la vis avec ces livres qui sont de moi, mais qui ne sont pas nécessairement moi. Je vais le faire. Ben, d'abord commencer un peu par jeu et peut-être pour ajouter quelque chose à ce monologue qui est ce document, je vais invoquer finalement pour partir Arthur Rimbaud, qui dans sa lettre du voyant parle ou dit littéralement « je suis un autre ». Ce « je » dans les livres, dans les poèmes, ce n'est pas moi, c'est un autre. Alors cet autre moi, je l'invite peut-être d'abord à parler de ce qu'il a à dire sur ce rapport que je peux entretenir avec les livres. Comme vous pouvez le voir, c'est un autre moi qui est un peu fantomatique à l'écran et qui n'est peut-être pas complètement là. Ah oui? Sans faire de manière comme ça, je suis donc devenu ton autre. Mon autre. Ton personnage de poète. Et je dois alors, selon ta dictée, dire ici ce que tu as déjà dit ailleurs. Sans que tu puisses me contredire, nier, revenir sur tes paroles antérieures. C'est bien ça? Ben oui, ben oui. Alors, tu me contredis ou tu vas me dire? Allons voir. Vas-y. Parle, autre moi. Oh ben, on verra bien. Allons-y. Alors, tu as souvent répété, encore récemment dans une entrevue assez longue à l'occasion du Festival de Toronto, que quand tes livres étaient publiés, quand ils sortaient, la dernière chose que tu voulais faire, c'était de les lire, puisqu'en fait, ça serait
les relire et que tu les avais relus et relus et relus constamment pendant des mois alors que tu les écrivais, que tu les corrigeais, que tu les peaufinais. Et évidemment aussi, quand ils ont été acceptés pour publication, eh bien, il a fallu que tu relises attentivement le manuscrit pour les corrections finales, pour établir le texte définitif. Bon, ben, je l'arrête là. C'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai d'abord que dans des entrevues, et plus récemment dans une longue entrevue que j'ai faite à l'occasion du Salon du Livre de Toronto, j'ai dit en effet que la dernière chose que je voulais faire quand mes livres paraissaient, c'était de m'asseoir et de les relire d'un couvert à l'autre. C'est vrai, mais ce n'est pas la vérité complète. C'est vrai dans la mesure où, justement, comme je le disais, j'ai écrit le manuscrit de ce livre ou de ces livres, souvent 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, avant leur parution, ou avant même leur soumission comme manuscrit à l'éditeur. Or, pour moi, en tout cas, écrire un livre, c'est le relire continuellement. C'est-à-dire que chaque jour ou chaque fois que je m'assis à cette table devant l'ordinateur avec mes carnets pour composer à partir des fragments tirés des carnets le livre, les poèmes qui vont composer le livre, eh bien, chaque fois, je me relis. Je repars du début et page après page, poème après poème, je me rends jusqu'au point où j'en étais arrivé, tout en corrigeant, tout en prenant des notes, en changeant un peu les choses. Et ça s'appelle, j'imagine, avoir de la suite, sinon dans les idées, du moins dans ces images et dans ces mots, en ce qui me concerne. Et donc, c'est une relecture continuelle qui dure des mois. Et quand vient le temps, quand on a terminé le manuscrit, avant de l'envoyer, bien là, on le relit mot à mot, lettre par lettre, presque ligne à ligne, virgule par virgule, en se disant, ben écoute, avant d'envoyer ça, je vais être sûr que c'est ce que je veux et ce que j'avais voulu ou que j'ai voulu faire. Et quand le manuscrit, s'il est accepté par l'éditeur, subit une première correction aux mains d'un correcteur qui, heureusement, peut attraper les bévues, les erreurs, les coquilles, les fautes, carrément, on en fait. Certainement, à l'Interligne, ils sont très méticuleux là-dessus. On ne nous laisse rien passer et c'est bien fait. C'est très bien fait et ça, je suis des fois réticent, mais je finis toujours par me rendre à ce jugement qui est sans appel parce que vraiment, la langue, c'est la langue et puis on ne triche pas avec ça. Alors donc, c'est encore une relecture, cette fois-ci, très attentive pour voir là, c'est la dernière chance. C'est comme la dernière chance de compléter et de mettre au point ce manuscrit final. Et donc, c'est une relecture très attentive. Là. Et quand le manuscrit final est mis en page chez l'éditeur et quand on nous soumet les épreuves, eh bien, il faut les relire. On les relit 3 fois. Il y a 3 corrections d'épreuves. Encore des relectures mot à mot, virgule à virgule, encore cette concentration sur le fait que c'est la dernière chance et s'il y a quelque chose qu'on veut changer, eh bien, il faut le faire maintenant. Il faut prendre une décision. C'est la dernière décision. Et donc, quand des mois plus tard, le livre paraît, eh bien, on en a jusque-là. J'ai lu ce livre. Si je tentais de le relire, je n'y verrais plus rien. Je le lirais comme un somnambule, en somme, parce que c'est devenu, d'une certaine façon, si familier que ça ne me parle plus, ça ne m'interroge plus, ça ne me provoque plus. Et le livre, je vais le mettre de côté, d'autant plus que probablement à ce moment-là, je suis déjà impliqué dans la composition d'un nouveau manuscrit et complètement engagé dans ce travail-là. Et la dernière chose que je veux faire, c'est de revenir en arrière sur un projet qui est, à ce moment-là, pour moi, comme auteur, comme poète, terminé. Et c'est ce que je veux dire quand je dis que donc, quand mes livres ont paru, la dernière chose que je veux faire, c'est les relire. Mais en fait, ce n'est pas la vérité. C'est dans le temps, évidemment,
que le livre va être redécouvert. Mais quand je dois redécouvrir le livre, par exemple, à l'occasion, on me demande de faire une lecture publique avec d'autres poètes, je dois choisir des poèmes dans mes livres, je dois retourner à mes livres. Et donc, des mois ou des années, et dans certains cas, 7, 8, 9, 10 ans après la parution d'un livre, j'y reviens. Et chaque fois que j'y reviens, c'est avec un étonnement et une surprise, pour plusieurs raisons. D'abord, ma première réaction, c'est souvent de dire, bon, je ne me souviens pas de ça, c'est moi qui ai écrit ça, d'où ça m'est venu ce truc-là. Et donc, j'y suis revenu comme lecteur, je découvre quelque chose que je ne reconnais plus, ou du moins que je ne reconnais pas avec la même immédiateté que c'eût été le cas peu de temps après la parution du livre. Je deviens carrément un lecteur autre que l'auteur et qui découvre avec étonnement, ennui, gêne ou émerveillement des fois, je l'espère bien, tout cela dit sans humilité, le livre. Et ça, c'est une expérience incroyable. Mais ça va plus loin. Avec le temps, et quand je reviens donc à des livres déjà, qui datent déjà de plusieurs années, je suis étonné de constater que c'est tout à fait autre chose que ce que j'aurais pensé, ce que j'avais pensé que cela était ou serait quand je l'écrivais, quand je le corrigeais. Quand j'écris, moi, je ne pense pas, et j'évite même, je dirais, la révélation, la confession de l'enfant du siècle. Je ne dis pas je souvent dans mes livres, je pense, en tout cas moins souvent que beaucoup d'autres, dans mes livres de poésie en tout cas. Et le je, quand il y apparaît, c'est carrément un autre. Ce n'est pas vraiment moi. Moi, c'est-à-dire le type qui va à l'épicerie, au supermarché, se ravitailler, celui qui met de l'essence dans son auto, celui qui coupe son gazon, qui parle à son voisin, celui qui vieillit, qui a des douleurs à la hanche, celui qui doit s'occuper de toutes sortes d'autres choses que de la chose poétique. Non, ça c'est moi, c'est mon moi, l'homme de tous les jours, qui est mari, qui a été fils et frère, ami et ainsi de suite, mais qui est, je ne suis pas poète, hein, je ne me promène pas avec mon carnet pour noter des bouts de dialogue quand je vais prendre un pot avec des amis, ou ce que j'observe dans les, je sais pas moi, dans les rayons des surgelés au supermarché, ou ainsi de suite. Le gars de tous les jours. Celui qui s'assit par contre à cette table, celui que j'ai mis en scène fantomatiquement à l'écran, c'est un autre moi. C'est le je qui est un autre, qui est le poète. C'est peut-être mon personnage, et on en parlera tout à l'heure. Mais ce n'est pas, certainement pas moi. Ces livres sont de moi, mais ne sont pas nécessairement moi, ils sont d'un autre. Et donc, le rapport que j'ai à ces livres avec le temps devient celui du gars, du lecteur qui s'assit et qui découvre que sous son nom, un autre a écrit ces choses. J'y reconnais, bien sûr, et je dirais de plus en plus avec les années, mes anxiétés. J'ai des anxiétés face au sort, bien sûr, notre sort à tous. Je suis un homme déjà vieux, donc je regarde derrière, je me souviens, et je reconnais dans ces livres certaines des anxiétés ou des préoccupations ou des enthousiasmes, des espoirs aussi, des affections certainement, des amours que j'ai pu avoir. Ça m'étonne toujours d'en trouver des traces puisque ce n'était pas mon intention quand je composais mes livres, mais j'y découvre aussi de plus en plus les appréhensions que je peux avoir face au monde plus général, face à la détérioration de notre environnement, de nos sociétés, de la qualité de nos relations, de la biosphère, enfin, des choses banales peut-être, mais qu'on va retrouver inévitablement dans ces textes. J'ai dit que ça me surprenait parce que quand je les écris, c'est pas du tout à ça que je pense. Je pense pas, tiens, je vais mettre ceci ou cela, je vais raconter ceci ou cela.
je ne me raconte pas, je pense, je ne pars pas avec l'idée de parler de mes déboires amoureux d'adolescent, de mes traumatismes d'enfance, de mes défaites ou mes triomphes comme adulte, s'il y en a eu. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas la confession de l'enfant du siècle. Ce sont des objets de mots que je veux fabriquer à partir d'images, en associant les mots de façon souvent inattendue. Ce sont donc des objets d'art, d'après moi, qui ont pour but de produire un ou des sens dans l'esprit des gens qui les consommeront, selon leurs propres expériences, leur propre sensibilité, leur propre vécu, mais pas dans le sens de je. Et pourtant, je suis, comme je l'ai dit, étonné quand j'ouvre ces livres, non pas d'y retrouver une anecdote ou l'histoire d'un vécu raconté, narré. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mais j'y retrouve tous ces fragments rassemblés dans ce collage d'images et de mots qui évoquent pour moi des moments, c'est-à-dire que je retrouve quelque chose de moi sans m'y retrouver raconté, si ça peut faire un sens, ce que je dis là. Et c'est cela qui m'étonne. Quand, comme lecteur, je prends ce livre et que je découvre quelque chose que je n'avais pas pensé y avoir mis. J'ai beaucoup voyagé, par exemple, dans ma vie professionnelle. J'ai en fait peu voyagé personnellement parce que je voyageais tellement pour le travail que la dernière chose que je voulais faire quand j'avais un congé, c'était de repartir en voyage. Et jamais, consciemment, quand j'écrivais mes livres, je n'évoquais un lieu en Asie, en Afrique, en Amérique latine, célèbre ou un village ou même un lieu insignifiant, ou quel que soit qui ait eu un rapport direct avec le voyage, avec l'exotisme de la situation où je pouvais me trouver à un certain moment. Jamais je n'ai fait ça. Même en voyage, je n'écrivais pas sur le voyage ou sur le lieu où j'étais. J'écrivais, je fabriquais mes poèmes comme je le ferais ici, à cette table ou n'importe où je serais, indépendamment d'où je suis et de ce que je peux avoir vécu. Et pourtant, quand je lis mes livres comme lecteur, un peu en dehors de moi, ou cet autre moi lecteur maintenant, je constate que ça y est. Un exemple dans un poème, je ne me souviens plus dans quel livre, ou c'est peut-être dans un manuscrit, dans le manuscrit du livre qui va sortir bientôt. Il y a au moins 2 poèmes où j'évoque les MiG, ces fameux avions chasseurs, ces avions de chasse à réaction russes. Alors, il m'est arrivé d'être en Afghanistan et d'être pris, bon, il y avait des combats, des choses comme ça, et j'étais pris dans tout le nord, à Mazar-e-Sharif, dans le nord de l'Afghanistan, et à un moment donné, comme on n'arrivait pas à trouver des vols vers Kaboul pour rentrer à Kaboul, d'où on pouvait repartir en Inde ou en Europe, on avait pensé peut-être tenter de prendre un avion pour à travers les républiques du sud de l'Union soviétique, et à cette époque-là encore, et après ça jusqu'à Moscou pour rentrer en Europe. Enfin, on était en plein milieu du désert sur une piste d'atterrissage où il y avait rien que la piste, et en plein milieu, il y avait un MiG, personne d'autre. Il n'y avait pas de technicien, il n'y avait pas de pilote. C'était un MiG sans trace, sans rien. C'était en plein jour, en plein midi, en plein désert, en plein soleil. Cette énorme chose menaçante et noire, complètement noire. Et je n'ai jamais écrit, je ne me suis pas assis pour prendre une note là-dessus, je n'ai jamais écrit. Et pourtant, 20 ans après, 21 ans après, ça reparaît complètement hors contexte dans un poème. Et au moment d'écrire ça, ça allait bien, le mot était évocateur. Je ne me posais pas la question d'où ça venait. Mais à la relecture, c'est tout ce moment-là de ma vie qui n'est pas raconté là, dans le poème, mais qui est évoqué. C'est-à-dire que moi, je fais ce que tout lecteur fait, j'apporte à ma lecture des souvenirs qui, dans mon cas, ils sont déjà, et ça crée une expérience tout à fait bizarre, je trouve. Mais ça, je parle du personnage, et je parle de ce personnage fantomatique. Tiens, je vais écouter un peu ce qu'il a à dire pour passer
un peu plus loin peut-être à cette histoire, justement, à cette idée de personnage qui me Les semble épreuves, plaisant. au moins à 3 reprises, encore une fois, lire et que Bon, donc, là, ça, c'est un autre projet, on en a parlé. bien ça, eh bien, quant au personnage, puisqu'il est question ici d'un rapport ou d'une relation de l'auteur avec ses personnages, tu l'as déjà dit aussi, il me semble que ça s'applique plus ou moins à ton cas, et même, je dirais en général, au cas des poètes qui, sauf dans le cas de certaines poésies narratives ou épiques, ce qui n'est pas mon cas, comportent finalement très, très peu de personnages. Bon, on nomme en passant peut-être certains personnages mythologiques, comme dans mon cas, par exemple. Bon, ben, j'arrête mon autre moi fantomatique, ou l'autre moi, sur cette question de personnage, parce qu'encore une fois, ce qu'il dit, c'est ce que, en effet, j'ai dit ailleurs, dans des conversations, peut-être en entrevue, à savoir que, bon, il n'y a pas de personnage dans ma poésie au sens où, dans un roman, on lit une histoire dans laquelle des personnages ont toutes sortes de rapports antagonistes ou amicaux ou amoureux dans le cadre d'une société, dans un contexte qui peut être dramatique ou tragicomique ou comique. Et ces personnages-là connaissent des aventures, des mésaventures, ont un développement, il y a une conclusion tragique ou heureuse, enfin. Et au théâtre, on imagine mal un théâtre où il n'y aurait pas des personnages. Ce sont les personnages qui, sur scène, évoquent les passions, les drames, les défis auxquels ils font face et auxquels un auditoire qui est dans le noir peut vers lesquels l'auditoire se projette et en lesquels ou dans lesquels il peut s'identifier, avec lesquels il peut s'identifier. Je ne pense pas que ce soit le cas dans la poésie en général ou dans ma poésie, sauf exception, évidemment, poésie épique ou poésie narrative, mais certainement pas chez moi. Et en fait, mon personnage, ben, il est un peu ce qui est à l'écran là, c'est-à-dire c'est mon personnage de poète. Comme je l'ai dit, je ne suis pas poète à toutes mes heures et dans tous mes gestes. Ça serait assez ridicule si c'était le cas. Mais clairement, cet autre moi, ce personnage de poète est celui qui se risque à composer ces objets de mots qui vont être présentés. D'abord à l'éditeur et à travers l'éditeur à un public éventuel, plus ou moins important. Et ce personnage de poète qui écrit ces poèmes-là a une voix qui est différente évidemment de la mienne. Ces poèmes sont peut-être de moi ou de ce personnage de poète que j'assume quand j'écris. Ils ne sont pas moi, là. C'est pas Gustave Flaubert qui disait « Bovary, c'est moi ». C'est tout autre chose. Et c'est ce personnage-là qui vit dans ces poèmes où je vis peut-être par procuration à travers ce personnage-là un réarrangement, un nouveau rapport à la réalité immédiate et plus large et même, si je peux dire, universelle, où j'ai conscience et où le personnage de poète qui écrit les poèmes met sur papier cette conscience, cette angoisse, cette anxiété d'être une étincelle de conscience dans une infinitude d'espace et de temps, ou la goutte humaine dans un immense océan. C'est l'existentiel, c'est la condition existentielle de l'homme qui n'est rien et qui est tout. C'est tout ce qu'on a, cette étincelle de conscience. Une image qui apparaît d'ailleurs souvent dans mes poèmes. Et c'est ce personnage tragicomique, parce que ma poésie n'est pas seulement faite
de choses sombres, d'éclairs noirs, de soleils qui se détruisent et d'étoiles qui explosent. Il y a de la joie, il y a de la tendresse, il y a de l'amour, il y a des moments d'humour aussi. Des fois, c'est de l'humour noir, des fois, le rire est jaune, mais pas toujours. Et il y a de la fantaisie. Alors, il y a un peu de tout là-dedans. Ce personnage-là joue tous les rôles. C'est le poète qui se travestit en joie, en angoisse, en anxiété, en appréhension, en tendresse, en amoureux. Et qui prend toutes sortes de voix, y compris des voix, des fois, peut-être féminines, même si je suis un homme, je pense, ordinaire, très d'une hommitude très, très banale. Mais par exemple, dans mon troisième recueil, qui a été écrit dans l'année, les 2 années qui ont suivi la mort assez rapprochée et de ma mère et de ma sœur, deux femmes évidemment que j'ai beaucoup aimées, je n'ai pas écrit sur elles, ce ne sont pas leurs histoires que j'y raconte, mais pas du tout. Je ne les évoque pas d'aucune façon anecdotique, ni par nom, ni par description. Et pourtant, comme je l'ai écrit dans les dédicaces, ce livre a été écrit, il me semble, au féminin en pensant à elles. Ou plutôt, quand j'écrivais ce livre, je pensais à elle, et ce livre, donc, a été écrit au féminin par mon personnage de poète, qui peut se permettre sans doute et qui a la liberté que peut-être je n'ai pas. Je suis quand même une personne assez conventionnelle dans l'ordinaire, mais mon poète, mon personnage de poète, lui, peut se permettre des choses que j'oserais peut-être pas me permettre dans la réalité. Et donc, c'est là mon personnage principal. Bon, à part de ça, je l'ai dit, ou mon fantôme derrière moi l'a évoqué, j'aime à l'occasion évoquer des personnages de la mythologie. Mais ces personnages sont des mythes. Il n'y a aucune tentative là d'essayer de les recréer comme des personnes réelles, comme dans un roman ou comme dans un film, ou comme on le fait par le biais des super-héros dans le cinéma, surtout américain de nos jours. J'évoque ces personnages mythiques parce que j'ai pas besoin de raconter leur histoire. Elle est dans la mémoire de notre culture. Si on dit Circé, si on dit Énée, si on dit Ulysse, si on parle de l'Odyssée, on évoque l'Odyssée, enfin, quels que soient tous ces héros et ces dieux et demi-dieux de l'Antiquité, les nommer suffit à évoquer une ou des histoires multiples et tout un théâtre incroyable qui est le reflet, en fait, des passions humaines, et c'est ce que je trouve intéressant dans les religions qui ont plusieurs dieux, parce que les dieux, alors là, sont tout simplement des représentations de ce que sont les passions, les rapports humains, les ambitions humaines, les cruautés humaines, les traîtrises, et enfin tout ce qu'on sait de l'homme et de la femme, mais sur un théâtre de super-héros avec des super-pouvoirs. Et c'est quelque chose qui appartient à tout le monde. Et je pense que c'est ces mythes qui sont peut-être pas universels, mais qui sont certainement très répandus et depuis des siècles et des siècles dans notre culture, d'une façon ou d'une autre, sont ou jouent un peu ce rôle de personnage, mais qu'on n'a pas besoin de développer puisque l'histoire existe déjà dans leur nom. Il y a aussi une chose qui est pourtant fort banale, et je pense qu'on retrouve dans beaucoup de poésie, et certainement dans la poésie lyrique des 50 ou 100 dernières années, et c'est le « elle », le pronom féminin. Bon, dans ma poésie, j'emploie, j'ai dit, assez peu le « je », et ce « je » est souvent un autre, à la façon de Rimbaud. J'emploie surtout le « on », qui est inclusif. J'aime beaucoup penser que si on me lit, on lit « on », et on fait partie de ce « on ». C'est une tendance, je pense, d'intégrer, d'universaliser un peu l'univers ou le rapport à l'univers, à la réalité qui est évoqué ou qui est mis en page dans ces livres-là. Il y a des nous, il y a des tu, il y a des vous, assez peu de je, mais il y a du elle, le pronom féminin. Et qu'est-ce que c'est que ce elle? Je vais éviter d'aller dans la direction de l'éternel féminin et de tout
le patriarcat que ça peut évoquer, le machisme, les concepts, les clichés et tout ça, mais nécessairement ce elle est matriciel et évoque à la fois la mère et pas seulement la mère physique de l'individu ou de son autre moi qui parle dans ses poèmes, mais la mère dans le sens d'une maternité, la mère Dieu, presque, la mère déesse, qui est à l'origine de notre perception, de notre conscience du monde et de ses mythes, mais aussi la mère, ma mère, la femme, l'épouse, la sœur, enfin, le rapport inévitable, qu'il soit difficile ou facile, ou qu'il soit amoureux, ou qu'il soit hostile aux femmes qu'on a connues dans notre vie, quelles que soient nos orientations, notre expérience, c'est donc à la fois l'amoureuse, la mère et la sœur, c'est sans doute aussi la poésie. C'est la poésie qu'on arrive mal à définir, cette poésie que, d'après moi, peu d'auteurs ont réussi à fixer dans une description. On s'en tient aux techniques, on s'en tient au style, on s'en tient aux images, mais on n'arrive jamais à dire c'est quoi, qu'est-ce qui fait qu'une chose est poétique. Pas seulement un poème, mais on va dire c'est une peinture poétique, c'est un film poétique, c'est un roman poétique. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Ben, on veut dire toutes sortes de choses, et c'est un peu ça aussi, le « elle », presque universel, tout en étant aussi très particulier, qui est évoqué dans le poème. Parce que le poème est ambigu. Mallarmé disait, je pense, il n'y a pas de poésie sans mystère, et je suis bien d'accord avec ça. Il y a de l'ambiguïté. On ne cherche pas à convaincre en accumulant les détails pour donner ou créer l'impression d'un réalisme, d'un lieu ou d'un temps réel. C'est un mystère de recomposition d'un vécu en fonction d'un rapport peut-être élargi avec le réel, nos perceptions de ce réel-là. C'est un peu tout ça. Et évidemment, ça devient autre chose quand c'est consommé par un lecteur, quand c'est lu. Et c'est dans ce sens-là que je reviens au début en disant que je deviens plutôt avec le temps le lecteur de mes livres. Je les approche non pas comme l'auteur, je ne les approche pas avec le critique de l'écrivain, du poète qui a composé des poèmes et qui les offre au public et qui peut-être a des regrets face au texte maintenant passé dans le domaine public, mais je les consomme avec les réactions d'un lecteur. Ça peut être une réaction d'ennui, mais je l'espère aussi d'intérêt et comme je l'ai dit, d'étonnement et d'émerveillement. De toute façon, le dernier mot est toujours au lecteur. C'est le sens de la littérature, c'est certainement le sens de tout art, et c'est particulièrement le sens de la poésie. Et dans ma poésie, qui existe, je le répète, comme je l'ai fait au début, grâce à l'éditeur, grâce à la passion de cet éditeur qui accepte de porter et de me donner voix ou de donner voix à mon personnage de poète. Et sur ce, je pense que j'ai assez parlé de moi et assez parlé de mes livres et de mes rapports à ces livres et de mon personnage de poète. Merci à vous tous. Ce projet a pu être réalisé grâce au soutien d'Ontario Créatif, que je remercie très sincèrement pour leur appui.